Très heureuse de vous retrouver dans ce numéro du Grand Mag sur Lumière de Monde Télévision. Découvrons le sommaire qui nous est présenté maintenant. Loin des images de sécheresse, de famine et de guerre civile qui ont longtemps collé à la peau le pays, l'Éthiopie fait aujourd'hui figure d'Eldorado dans le continent africain avec 10% de croissance par an, l'un des taux les plus forts au monde. Ce nouveau tigre de l'Afrique vit un incroyable miracle économique. À quoi ressemblera le prochain hémicycle européen tant que le Brexit n'a pas lieu? Ce sont toujours 751 parlementaires européens qui siégeront à Strasbourg à partir de juillet. Une éventualité peut nous contraindre à changer la date et l'heure de notre vol. Ce changement n'est pas sans effet sur notre billet d'avion, dont le prix passe implicitement du simple au double sans que nous ne sachions vraiment le comment et le pourquoi du nouveau tarif. Le Grand Mag fait dans ce numéro une incursion dans le mécanisme des prix fixés par les compagnies aériennes et c'est dans quelques instants. Une figure emblématique de la lutte contre l'esclavage dans ce numéro du Grand Mag, l'afro-américaine Harriet Brantman, aura marqué l'histoire des États-Unis d'Amérique par son combat pour les droits civiques et pour la cause des femmes au pays de l'oncle Sam. Le parcours de cette anti-esclavagiste black présenté dans ce Grand Mag. L'Éthiopie a connu une famine au milieu des années 80 qui a fait des centaines de milliers de morts. 35 ans plus tard, ce pays d'Afrique de l'Est est en pleine révolution sociale et politique. Et comme vous le verrez dans ce reportage, les femmes sont au cœur de ce changement. Addis Abeba, qui signifie nouvelle fleur en amharique, est en train d'éclore. La capitale éthiopienne vibre au son des marteaux-piqueurs. Les multiples grues sont signes du boom immobilier qui transforme le paysage urbain. Avec une croissance économique de 8% par année depuis 10 ans, le pays revient de loin. Il aura connu de grandes famines dans les années 80. La dictature sanglante de Mengistu Haile Mariam pendant 20 ans. Il a été chassé par l'ancien Premier ministre Meles Zenawi en 1991. En 2019, le pays espère entrer dans l'ère industrielle et le mot démocratie est sur toutes les lèvres. Une femme présidente, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Moi, je dis que le travail ne fait que commencer. C'est la nouvelle présidente d'Éthiopie, Sahle-Work Zewde, entre dans l'histoire comme première chef d'État du pays. Elle a été désignée à l'unanimité par les parlementaires éthiopiens. D'emblée, elle parle de l'importance des femmes dans son premier discours. Le développement du pays passe désormais par elle, dit-elle. Nous l'avons rencontrée au palais présidentiel. Bonjour Madame la Présidente, bonjour, merci beaucoup pour cet entretien. Le combat qui mérite d'être mené plutôt, c'est celui contre la pauvreté. Si on s'attelle pour qu'il y ait une égalité homme-femme, c'est un combat contre la pauvreté. Parce que ce qui souffrent le plus de cette situation sont les femmes et les enfants. Sa nomination arrive au moment où le nouveau Premier ministre impose la parité dans son gouvernement. Les ministères de la Défense, de la Justice, du Commerce, du Transport sont tous des portefeuilles détenus par des femmes, une première sur le continent. Au fond, qu'est-ce qu'on demande? Ce n'est pas remplacer les hommes, c'est de travailler avec les hommes et d'avoir notre part à la table du gouvernement aussi pour que l'on puisse apporter une perspective qui pourrait être différente de ce qu'un homme pourrait apporter. Diplomate de carrière, elle a représenté l'Éthiopie entre autres au Sénégal et en France. Son rôle, pour le moment symbolique, lance un message clair. Les femmes ont leur place dans les plus hautes sphères de décision et elles la prennent. Grâce aux investissements de la Chine, l'Éthiopie a quand même pu progresser. Tegest Yilma est rédactrice en chef du journal économique Le Capital. Si vous voyez les chiffres il y a une vingtaine d'années, la situation de l'Éthiopie était vraiment précaire. C'était le 3e pays au monde le plus pauvre. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une situation où c'est vraiment l'un des pays au monde qui a une très très forte croissance de produits intérieurs bruts. Celui qui est à la tête du gouvernement, c'est Abiy Ahmed, la nouvelle coqueluche du continent. À 42 ans, c'est le plus jeune dirigeant en Afrique. À peine arrivé au pouvoir, il libère tous les journalistes et les prisonniers politiques. Il fait également appel aux exilés éthiopiens qui se trouvent dans la diaspora.
son mot d'ordre, Madame Mal, qui veut dire rassembler et non diviser pour mieux régner. Il applique à la lettre sa devise et va à la rencontre de l'ennemi juré du pays, le président érythréen Isaias Afwerki. En quelques jours, il met fin à 20 ans de guerre avec l'Érythrée. Ce qu'on voit depuis quelques mois sont des réformes, des changements qui donnent espoir. Emmanuel et Hiroud sont d'anciens militants qui ont lutté pour la démocratie en Éthiopie. Je pense qu'il y a une volonté de changer, mais qu'il faudra bien évidemment rendre durable en institutionnalisant la plupart de ces réformes. Au lieu de dire que c'est une véritable révolution qui se passe dans ce pays, je dirais que c'est plutôt un grand nettoyage de printemps. C'est-à-dire qu'on a chamboulé pas mal de choses, mais les problèmes qui existent dans ce pays depuis 30 ans, ils sont là. On ne s'y est pas attaqué. Car les défis sont grands. Les tensions interethniques, surtout dans le sud, menacent l'intégrité même du pays. Comment organiser des élections parlementaires dans un pays où il y a 3 millions de déplacés? Comment recenser la population d'un pays qui est déchiré par des conflits interethniques? Il y a quelques mois des élections, ces tensions se transportent sur les réseaux sociaux. Pour cette jeune militante, il faut rester vigilant. We're all very anxious. So we have the small pockets of violence, the communal violence that are happening across the country are really mushrooming in a way that it has become a bit uncontrollable. People are being displaced, people are being killed. So many things is happening in the offline space. So that is being dragged into the online space without any context, without any moderation. Les élections sont prévues en 2020. Le pays est à la croisée des chemins. Avec ses 105 millions d'habitants et ses 80 groupes ethniques, le défi du gouvernement est d'assurer une cohésion nationale tout en garantissant la démocratie et la liberté d'expression. Je crois que ce souffle nouveau qu'a apporté le Premier ministre nous aide maintenant à aller de l'avant. Aller de l'avant en se souvenant du passé. Il faut voir d'où nous venons pour apprécier le présent. On a vu le fond de l'abîme. L'Éthiopie a beau être l'un des pays les plus dynamiques d'Afrique, les inégalités et la pauvreté n'ont pas disparu. Au contraire, résultat, les oubliés du miracle économique crient leur révolte et les tensions se multiplient avec l'armée et les forces de l'ordre. Les élections européennes sont enfin terminées et voyons qui siégera au Parlement. 751 eurodéputés ont été élus le week-end dernier et se préparent à investir le Parlement européen le 1er juillet prochain pour le début de la 9e législature européenne. Tant que le Brexit n'a pas lieu, ce sont toujours 751 parlementaires européens qui siégeront à Strasbourg. Découvrons-les. De jeudi 23 mai à dimanche 26 mai, les électeurs européens étaient appelés aux urnes. 28 élections pour élire les 751 membres du Parlement européen. Défiant les pronostics, ce scrutin a été historique à plusieurs niveaux. D'abord, en ce qui concerne la participation. Avec une moyenne d'environ 51% dans 27 pays de l'UE, sans le Royaume-Uni, les taux de participation de 2019 sont les plus élevés depuis les élections de 1994. Un citoyen sur deux en âge de voter s'est déplacé aux urnes. Ces élections ont également été historiques en termes de résultats. Elles marquent d'abord la percée des partis populistes partout dans l'UE. 3 formations eurosceptiques s'imposent ainsi dans le paysage politique communautaire. L'Europe des Nations et des Libertés, ENL, de Marine Le Pen et Matteo Salvini, les conservateurs et réformistes européens, ECR, dominé notamment par des élus polonais, et Europe de la liberté et de la démocratie directe, EFDD, de Nigel Farage et du mouvement 5 étoiles. Au total, ces 3 formations obtiennent 171 sièges au Parlement européen. Même si elles ne gagnent qu'une vingtaine de sièges par rapport aux élections de 2014, elles constituent désormais la 2e force politique du nouvel hémicycle européen. Si elles réussissent à se mettre d'accord, elles constitueront une véritable force de blocage, même si elles sont loin d'obtenir la majorité au Parlement européen.
Non solo la Lega è il primo partito in Italia, Marine Le Pen è il primo partito in Europa, in Francia Nigel Farage è il primo partito in Gran Bretagna, quindi Italia, Francia, Inghilterra, è il segno di un'Europa che cambia. Face aux partis populistes, et c'est l'autre fait marquant de ces élections, les deux principales formations perdent leur majorité absolue. Une première depuis 40 ans. Les conservateurs du Parti populaire européen, PPE, remportent 180 sièges, soit 41 de moins qu'en 2014. Ce résultat est dû au recul des partis membres en Espagne, en Italie et en Allemagne. Heutigen Prognosen, die bisher uns vorliegen, besagen, dass die Mitte, das Zentrum, das demokratische, kompromissorientierte Zentrum des Europäischen Parlaments geschwächt wird durch diese Europawahl. De leur côté, les sociaux-démocrates comptent 146 sièges, soit 45 de moins qu'à la précédente élection. Dans ce contexte, les Verts ont été portés par la prise de conscience climatique. Avec 20% des voix en Allemagne et 13% en France, ils obtiennent 69 sièges, 19 de plus qu'en 2014. Nous travaillerons à l'émergence d'un projet puissant autour de l'écologie et de la solidarité, comme nous l'avons fait dans cette élection, qui nous permettra de partir à la conquête du pouvoir. Même chose pour l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, qui remporte 109 sièges. Du jamais vu pour cette formation, qui comptait jusqu'à présent 67 sièges et qui s'était jusque-là contentée de jouer les forces d'appoint aux coalitions PSE-PPE. J'appelle toutes les forces européennes à s'unir pour défendre les intérêts des Européens et ne pas laisser notre maison commune livrée au coup de boutoir de ceux qui veulent la déconstruire. Reste maintenant à savoir si les formations politiques du PPE, PSE, ALDE et les Verts réussiront à s'entendre. Une obligation s'ils veulent éviter que les élus eurosceptiques grippent la machine parlementaire. Les partis politiques nationaux doivent reconfirmer leurs appartenances aux différentes formations pan-européennes dans le courant de juin, avant la première session du Parlement, le 2 juillet. L'enjeu de cette tractation, c'est aussi la présidence de la Commission européenne. 3 prétendants sont entrés en lice pour succéder à Jean-Claude Juncker et c'est le Conseil européen qui est, lui, constitué de 28 dirigeants de l'Union européenne qui proposera un candidat aux parlementaires avant le 21 juin. Qui est-ce qui ne l'a jamais connu? Le billet d'avion que vous souhaitez acheter est à un prix et subitement, le lendemain, il coûte presque le triple. Ou bien le billet d'avion que vous avez acheté hier est proposé sur le même site 3 fois moins cher aujourd'hui. Vous l'avez remarqué, les billets d'avion ont tendance à changer de coût. Mais pourquoi? La réponse est assez complexe. On pourrait croire qu'ils sont soumis au coût de la bourse, mais en réalité, cette variation dépend de nombreux facteurs. Et ici, 2 facteurs nous intéressent, le pricing et le yield management. Pour décoller de Paris direction New York, la République dominicaine ou les Antilles, les écarts de tarifs peuvent être gigantesques. Par exemple pour Rome, selon la date et l'heure, vous allez débourser 79 € ou 412 €, plus de 5 fois plus cher. Et parfois dans un même avion, les passagers paient du simple au double. Démonstration à l'aéroport de Roissy avant-hier pour un aller-retour Paris-New York en classe économique. C'était dans les 570 ou 580 €. 900 €, 1100 €, 1200 €. Alors comment ces tarifs sont-ils fixés? Toutes les compagnies le font dans le plus grand secret. Nous avons pu avoir accès à la cellule stratégique d'Air France où tous les prix sont déterminés 12 mois avant le décollage. Ici, une équipe de 200 salariés étudie les offres des concurrents, les réservations, les annulations, le profil de leurs clients grâce à un logiciel ultra perfectionné. Stéphane Normand, le directeur du service, nous dévoile pourquoi les tarifs varient autant selon les jours de la semaine. Exemple avec un Paris-Johannesburg. Le dimanche soir, une clientèle plutôt à vocation affaires qui va être prête à payer 3 000 € l'aller-retour. On voit qu'on a plutôt du rose. Ce sont les classes de réservation les plus chères. A contrario, le mercredi, clientèle plutôt loisir, une demande plus faible, on va aller proposer et vendre beaucoup de tarifs aux alentours de 500 ou 600 €. Selon le type de clientèle, les prix varient forcément, car l'entreprise connaît votre profil.
Selon la durée du séjour, la date, l'heure à laquelle vous choisissez votre vol, elle sait si vous êtes vacancier ou homme d'affaires et elle adapte ses prix en conséquence. Résultat, il existe une dizaine de tarifs pour un même vol. Regardez ce Paris-New York, 12 couleurs, 12 tarifs uniquement pour la classe économique. Plus de la moitié des passagers vont payer 805 €, d'autres 985, 1279, certains débourseront même 1911 €. Ce qui va beaucoup influencer ces écarts-là, au-delà du produit physique qui va être le même, ça va être le moment de la réservation, ça va être votre comportement de voyage. Est-ce que vous voulez faire un aller-retour en 2 ou 3 jours en pleine semaine ou est-ce que vous allez passer 2 ou 3 semaines sur place? Est-ce que vous avez besoin d'un ticket qui est facilement changeable? Est-ce que vous avez besoin d'un ticket dont vous pouvez éventuellement imaginer qu'il sera remboursable sans pénalité? Ça fait beaucoup de différence sur les prix. Avec ces conseils, nous avons donc fait le test pour savoir comment payer son billet le moins cher. Si je réserve à la dernière minute pour aller demain à Pointe-à-Pitre, retour 4 jours plus tard, je vais payer plus de 1600 € l'aller-retour. C'est la pire situation. En revanche, si je m'y prends en avance pour le mois de novembre, toujours pour un court séjour, regardez, je paie 857 €. Mais plus surprenant, pour la même date de départ, mais je reste 2 semaines. La compagnie sait que je suis a priori un vacancier et pas un professionnel. Résultat, je paie 478 €. C'est le tarif le plus intéressant. Conclusion, en s'y prenant à l'avance et en choisissant un long séjour, vous paierez moins cher. Un autre élément est déterminant pour le prix, celui de la concurrence. Nicolas Gernigon est ce que l'on appelle un pricer. Sa mission, guetter les tarifs des autres compagnies. Moi, mon métier, c'est de voir les prix, mais aussi d'étudier ce que propose la concurrence en termes d'offres de vol, de durée de vol, est-ce qu'il y a une escale ou pas. Et en fonction de ça, je me place et je décide, voilà, est-ce que je suis la concurrence, est-ce que je suis un petit peu plus cher, est-ce que je suis un petit peu moins cher. Le prix varie selon un dernier critère, le taux de remplissage des avions. C'est le travail de ceux qu'on appelle ici les analystes de vol. Ils comparent les réservations avec les historiques. Il faut que l'avion soit plein, alors ils font évoluer les tarifs. On regarde le même vol l'année dernière, à la même date, et là on peut voir par exemple qu'à un moment on s'est retrouvé très en retard par rapport au vol de l'année dernière. En conséquence, on a baissé nos prix et donc on a rendu les classes de tarifs les plus bas disponibles. Dès lors qu'on a rattrapé le niveau du vol de référence, on a en conséquence augmenté de nouveau les tarifs et donc fermé les classes de tarifs les plus basses. En quelques jours, 200 € de différence pour le même vol. Dans l'avenir, les compagnies et leurs puissantes bases de données pourraient aller beaucoup plus loin en analysant les habitudes de consommation de leurs clients à partir de leurs recherches Internet par exemple. Objectif, les connaître dans le moindre détail et leur proposer des tarifs personnalisés. Comment faire pour acheter son billet le moins cher? Il faudra tout d'abord prendre son temps pour évaluer les prix, mais aussi prendre son billet le plus longtemps à l'avance. Prendre son billet à l'avance est également un bon moyen d'éviter d'être victime de la fluctuation des prix. Surnommée la Moïse du peuple noir, Harriet Brightman, esclave évadée, était une militante des droits humains qui a participé de nombreuses façons à la lutte contre l'esclavage et le racisme. Harriet Brightman a aidé de nombreux esclaves à s'enfuir malgré le danger pesant sur sa propre liberté. Voici l'histoire d'une femme hors norme, née esclave puis libératrice d'esclaves à la fin du 19e siècle. Le chemin de fer clandestin était un réseau secret de routes et de maisons sûres qui a permis aux Noirs d'échapper à l'esclavage et de se réfugier au Canada, ainsi que dans certains États libres du Nord. Certains croient que des messages secrets, dissimulés dans des motifs de courte pointe, ont aidé des esclaves à s'affranchir dans les États du Sud. Dans la même veine, on croit que les chants de gospel servaient de moyen de communication entre les esclaves qui empruntaient le chemin de fer clandestin. Les paroles contenaient des messages codés et des avertissements au sujet de leur déplacement. Bien des gens doivent leur liberté à la détermination, à la bravoure et à l'altruisme d'une seule personne. Cette personne se nomme Harriet Tubman. La Moïse noire, comme on la surnommait souvent, est bien connue pour avoir mené nombre d'esclaves vers la liberté au Canada en suivant l'étoile polaire. Elle a effectué d'innombrables voyages sans jamais perdre un passager. Madame Tubman, une esclave fugitive du Maryland, était résolue à abolir la misère et les souffrances de son peuple.
Avant de devenir la célèbre conductrice du chemin de fer clandestin, Harriet Tubman était une esclave africaine. Comme elle était très peu supervisée, elle se sentait presque libre lorsqu'elle travaillait à abattre des arbres et à couper du bois au Maryland. Un jour, alors qu'elle était dans les champs, elle aperçut quelqu'un qui essayait de s'échapper. Mais en voulant aider cette personne, elle fut blessée. Cet événement a raffermi son désir de liberté. Harriet Tubman était le plus jeune de sa famille, avec laquelle elle a travaillé plus tard dans les champs. Quand elle s'est mariée et a découvert que son mari ne voulait pas partir vers le nord avec elle, elle est partie toute seule. Elle prit le risque de se rendre à Philadelphie, où elle s'est associée à des abolitionnistes et en a beaucoup appris sur certaines parties du réseau qui reliait le chemin de fer clandestin. En 1850, après que le gouvernement américain eut promulgué la loi sur les esclaves fugitifs, qui avait une très large portée, Harriet guida des esclaves fugitifs jusqu'au Canada. Des propriétaires d'esclaves furieux promirent des récompenses pour sa capture, mais elle poursuivit son travail en dépit des énormes risques personnels qu'elle courait. Tenace et courageuse, malgré sa petite stature, elle portait toujours une arme pour intimider ceux qui appuyaient l'esclavage et pour décourager les esclaves d'abandonner en cours de route un voyage aussi ardu. Elle menaçait quiconque voulait faire demi-tour, car elle savait que les personnes qui se désistaient représentaient un danger. Elles étaient susceptibles de révéler l'emplacement des routes et des maisons sûres. En tant que chef de train du chemin de fer clandestin, Madame Tubman était confrontée à la difficulté de maintenir la motivation des jeunes et de les garder groupés tandis qu'ils voyageaient la nuit et se dissimulaient le jour. Étant donné la réussite de Madame Tubman dans l'organisation de ces fuites en groupe, le propriétaire d'esclaves offrait de fortes récompenses pour sa capture. Elle aurait dirigé environ 19 missions d'évasion, même si elle savait qu'elle pouvait être torturée, tuée ou revendue plus loin dans les États du Sud. C'est la perte des membres de sa famille qui effrayait le plus Harriet Tubman. Elle se fait un honneur de sauver tous les membres de sa famille et de les installer en Ontario et par la suite dans l'État de New York. Elle a consacré sa vie à la liberté des autres. Sainte-Catherine, en Ontario, était l'une des villes traversées par Harriet au cours de ses voyages. Comme cette ville offrait des possibilités d'emploi aux anciens esclaves, bon nombre d'entre eux s'y sont établis, incluant ses parents, ses frères et sœurs et leurs familles. Harriet Tubman a habité à Sainte-Catherine de 1851 à 1857. Le rôle joué par Harriet dans le chemin de fer clandestin fut l'une des nombreuses réalisations inspirantes de sa vie. Elle a agi à titre d'activiste au sein du mouvement abolitionniste, à titre d'infirmière au cours de la guerre de Sécession et à titre d'espionne pour les forces de l'Union en Caroline du Sud. Le chemin de fer clandestin n'avait plus raison d'être une fois la guerre de Sécession terminée. Harriet Tubman a travaillé activement pour les forces du Nord comme infirmière, espionne et cuisinière. Elle était en faveur de droit de vote pour les femmes et elle a fondé une résidence pour les sans-abri. Elle est décédée en 1913 à l'âge de 93 ans. Le 20 avril 2016 et à la fin de son mandat, Barack Obama a annoncé qu'elle figurera sur un nouveau billet de $20 en remplacement du 7e et impopulaire président des États-Unis, Andrew Jackson, l'un des présidents préférés de l'actuel président Donald Trump. Mais le mercredi 21 mai dernier, l'administration Trump, par la voix de son actuel secrétaire de l'État au Trésor, a reporté la sortie du billet et confirmé que le visage de l'ancienne esclave ne sera pas sur les coupures avant probablement 2028.
Je prends toujours un réel plaisir de vous retrouver dans chaque numéro du Grand Mag sur Lumière du Monde Télévision. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve la semaine prochaine. Mais d'ici là, retrouvez-nous sur notre page web www.lumieredumonde.tv sur Facebook, Instagram et Twitter. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.